Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois en compagnie de Marie Toutan Daniel Latulippe du RACOR. Il va nous parler de différents sujets et entre autres du rapport du commissaire en santé mentale. Alors, ce serait intéressant de recevoir Daniel dans quelques minutes. À l'Espresso, il sera question de la terrible vérité sur l'amour et la santé mentale. À l'Espresso allongé, plus tard à l'émission, Nos vêtements, émotions. En début de deuxième demi, notre collaborateur Mike Santoro vient nous parler comment apprendre de ses rechutes en santé mentale. Alors tout ça pour cette heure de Folie douce. On commence d'abord en chanson avec Sarah Toussaint. La chanson s'intitule « La Mal lunée ». Bienvenue à Folie douce. Savoir m'exprimer, mieux n'être maman dans un champ de presse et courir comme les autres, mais la paresse l'emporte sur ma sagesse. Je ne dérange personne, mais l'on dit que je déconne un peu trop ma vie. La liberté de l'un dérange les pas sérieux des autres. La liberté dérange, mais je n'assume pas cette faute. Sur ma calèche de voyageuse mal achevée, je décore de flamèche mes histoires entartées. Converti aux fantasmes et aux hallucinations, la musique chapeaute ma carapace de fer. Peu importe si je brûle en enfer, mes croyances sont aussi fortes que les mots que l'on enterre sous la peau des pseudo-musiciens qui jouent de notes et ainsi font la cadence canotier avant matelot. On abandonne la qualité pour faire des sous avec des sons, des sous avec des sons. Des solistes qui ne tiennent pas la route sans trop manger leur croûte. Ils en viennent à se jouer de vous, se jouer de nous et par-dessus tout clouer leurs atouts au plancher à force de ne plus avancer. À force de ne plus avancer. À force de ne plus avancer, mais avancer plus rapidement que la mal lunée. Où elle est mal lunée, où elle est mal lunée. Oh, Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
C'est avec plaisir que nous recevons Marie Toutan et donc Danielle Latulippe. Bonjour Marie. Bonjour Yvan. Bonjour, encore une fois, c'est intéressant de t'avoir à notre studio à Folie Douce. Et Danielle, tu es un habitué maintenant de l'émission. Hein? Oui, je suis venu à plusieurs reprises. À différents moments dans les nombreuses dernières années. Hein, dans des colloques, dans toutes sortes de situations. Tu es directeur du RACAR, directeur général du RACAR, qui est un regroupement d'organismes communautaires en santé mentale à Montréal. Il y a plusieurs questions, Marie, il y a plusieurs questions sur plein de projets, plein de développements qui se font. Mais j'aimerais d'abord que rapidement tu rappelles encore une fois peut-être la mission du RACAR, puis pourquoi le RACAR existe-t-il finalement? Ben, le RACAR, c'est le regroupement, comme tu le mentionnais bien, des organismes communautaires en santé mentale de l'île de Montréal. Et la principale mission du RACAR, c'est de regrouper, outiller, représenter les organismes. C'est sûr qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on souhaiterait, puisqu'on n'est pas énormément de personnes, là, on est 1,5 employés. Ouais. Par contre, on fait notre possible là, pour que les principaux dossiers, on puisse exprimer dans la mesure du possible le point de vue des organismes communautaires. Alors, on a des organismes communautaires qui travaillent plus, par exemple, dans l'habitation, d'autres qui sont plus dans le côté juridique, d'autres encore qui sont plus des centres de jour, des groupes d'entraide. Il y a des organismes qui s'intéressent particulièrement aux parents et proches, d'autres qui sont des centres de crise. Bref, il y a un éventail très large. Il y a environ 90 organismes là, qui sont membres du RACAR. Donc, on a vraiment un éventail très large sur l'ensemble de l'île. Avant que Marie pose une question, il y a plusieurs bonnes questions intéressantes. J'aimerais te poser une question qui me chicote depuis un certain temps. Quand on a commencé Folie Douce en 1991, plus que 20 ans en arrière, on avait des gens dans des organismes qui étaient dans vingtaine, trentaine. Puis on dirait que ces gens-là ont vieilli avec les organismes. Puis les fréquentations que je fais actuellement dans certains organismes, je vois que la population est assez vieillissante. Où sont-ils, les jeunes? Est-ce que tu le sais? En termes d'organismes, est-ce qu'il y a des organismes où il y a une mixité avec des gens plus jeunes, plus âgés? Ils ont des problèmes de santé mentale, se vivent encore aujourd'hui? Certainement qu'il y a encore des gens qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Effectivement, c'est des organismes jeunes qui vont retrouver ces personnes-là. Je sais qu'à un certain moment donné, il y a des carrefours jeunesse là, qui vivaient la problématique de se retrouver avec des gens là, qui ont des problèmes importants de santé mentale. Dans les organismes plus anciens, comme tu le mentionnais, plusieurs organismes là, ont commencé ou cherchent des moyens de regrouper certaines de ces personnes-là. Les caractéristiques des gens plus jeunes sont assez différentes. Hein? Les gens sont dans la technologie. Leur perception de la santé mentale est très différente d'il y a 30 ou 40 ans. Là. Une anecdote, là, il y a quelques mois, j'étais dans un colloque. Il y avait quelqu'un qui avait un kiosque. J'ai pris sa relève temporairement. Puis là, il y a une personne qui est venue me voir pour se présenter. Et la personne, peut-être fin de la vingtaine, là, se présente, bonjour, là. Puis là, il cherchait des ressources. Et il a expliqué clairement c'était quoi son problème, le sens de sa demande. Et puis, on sentait que la personne était relativement à l'aise avec son problème de santé mentale. Ce que j'aurais jamais vu il y a 30 ans, là, ça aurait été complètement différent. Alors, c'est sûr que les problématiques sont différentes, sont vécues de façon différente. Là, je parle d'une histoire très positive, mais il y a aussi encore des histoires où la stigmatisation joue beaucoup, puis la demande de services ou se reconnaître ayant vécu ou vivant un problème de santé mentale. Quand on a entre 20 et 25 ans, ça ne doit pas être plus facile qu'avant, à bien des égards. Okay. Alors, pour parler de la mission du RACAR, on sait que la mission du RACAR concerne aussi la représentation politique. Et cette année, on a été témoin du rapport du commissaire de la santé et du bien-être. Et je crois avoir lu que ça sera de bon augure pour le communautaire. Est-ce que tu pourrais nous en donner un plus grand aperçu là, des impacts sur le terrain? Oui. Pour la démarche du rapport du commissaire est très intéressante puisque pendant 2 ans environ,
les personnes qui ont contribué à ce rapport-là ont entendu à peu près toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin dans le milieu de la santé mentale. Une des recommandations qui nous a fait chaud au cœur dans le milieu communautaire, même si c'est pas tout à fait ce que nous aurions aimé lire, le commissaire est revenu sur la question de rehausser le financement du milieu communautaire. Pendant les premières 5 ans, de 2005 à 2010, dans le plan d'action en santé mentale, beaucoup d'énergie et le peu d'argent qui a été investi, il a été dans les structures, dans la création d'une première ligne à l'intérieur des C3S. Et on a quelque peu oublié, le milieu communautaire a été mis un peu à part. Donc, le commissaire a ramené dans son rapport très clairement le besoin et l'importance du financement du communautaire. Malheureusement, d'une certaine façon, le commissaire ne parle que du 10 %, qui était à l'époque une espèce, on pourrait dire, un seuil plancher. Nous, on pense que le 10 %, c'est vraiment c'est une valeur symbolique, là. Il y a plusieurs régions où atteindre le 10 %, ça ferait une grande différence, là. Si on prend pour Montréal, selon les chiffres du commissaire, on est à peu près à 7 %. Mais bon, ça ferait une grosse différence si on atteignait le 10 %. Par contre, il y a d'autres régions à travers le Québec qui dépassent le 10 %. Alors... donc, le 10 % faisait peut-être à une certaine époque, mais aujourd'hui, comme tu dis, c'est un seuil plancher. C'est un minimum symbolique. De placer un peu les gens un peu mieux, les services en place. Il y a quand même un avancement. Est-ce que je pourrais continuer à aller sur ce terrain-là encore concernant le plan d'action santé mentale 2005-2010? Je crois qu'il y a des côtés... peut-être qu'on peut dire négatif, mais il y en a aussi des positifs, entre autres par rapport au rétablissement, la culture qui est en train de s'intégrer dans le milieu. Alors, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Le bilan du plan d'action en santé mentale, ça a été une longue saga avant qu'on puisse le voir, puisque le bilan a été fait à la fin du premier plan, donc 2005-2010. Donc, dans l'année 2010-2011 environ, là, pendant l'année, il y a eu une tournée dans toutes les régions pour établir un bilan du plan d'action. Puis là, il y a eu des délais, puis ça a pris plusieurs démarches, on peut parler d'années, avant que le bilan soit produit. Bon, il y a eu toutes sortes d'explications. Entre autres, quand le commissaire a commencé sa démarche, là, c'était plus pertinent, on va attendre le rapport du commissaire, etc., etc. Maintenant, on a un exemplaire du bilan qui circule, là, daté de août 2012, qu'on a reçu là, à la fin de l'année 2012. Donc, dans l'année 2013, on a commencé à l'examiner. Ce qu'on se rend compte dans ce bilan-là, c'est que le plan d'action 2005-2010 est loin d'avoir accompli ce qu'il devait accomplir. Les nombreux changements, c'était des changements majeurs. Créer une première ligne à l'intérieur des C3S, donner accès plus rapidement aux gens aux services de deuxième ligne. Bon, le bilan ne le dit pas en termes de chiffres, mais on peut aller voir les chiffres du rapport du ministère lui-même. Puis le rapport du ministère montre que depuis les 3-4 dernières années, les délais d'attente pour les services de deuxième ligne allongent. Bon, alors... C'est dommage, par contre, d'avoir attendu de 2005-2010 pour avoir un peu le constat puis le portrait. On l'a quand même beaucoup plus tard. Alors, on a l'impression que ce temps-là a été comme perdu, alors qu'il aurait pu avoir une amélioration dans les services et dans le financement surtout. Hein. Oui, le financement, c'est le directeur de la santé mentale, directeur national au ministère, arrête pas de le répéter sur toutes les tribunes dès qu'il y a une chance. Le financement de la santé mentale dans le budget de la santé et il y a un sous-financement qui est là. Alors, je pense même que dans les 2 dernières années, il n'y a eu aucun nouveau argent neuf là, pour dire de réinvesti dans la santé mentale là, au niveau du réseau public. Donc, c'est sûr que le communautaire, on n'en a pas eu plus non plus. Et l'argent qui a été investi pour créer cette fameuse première ligne à l'intérieur des C3S. Dans la pratique, le rapport le montre, le rapport du commissaire aussi en parle, les délais administratifs, les délais de
création à l'intérieur des C3S, tout ça fait en sorte qu'en 2010, au moment du rapport, là, on était très loin d'avoir bien avancé par rapport à ça. Il y a quand même, comme le disait Marie, il y a des points sur lesquels le commissaire, pas le commissaire, mais le rapport montre quand même qu'il y a eu un peu d'évolution là, au niveau de la représentation des personnes usagères, au niveau des parents et proches, au niveau bon, il y a eu, bon, le rapport tend à montrer qu'il y a certains effets positifs, et c'est tant mieux, là, parce que quand même, il ne faudrait pas avoir perdu 5 ans. Là. Mais toi, qui es sur le terrain depuis de nombreuses années, est-ce que tu vois une différence? Quand même, tu sais, nous, on est tellement là depuis longtemps qu'on espère arriver là, à terme, mais y a-t-il quand même une évolution à travers tout ça, là, par rapport au rétablissement? OK. Je vais répondre d'une manière indirecte. Et je vais inviter les auditeurs, auditrices à fouiller sur notre site Internet. À la fin de l'été passé, donc à l'été 2012, on a fait une petite étude des sites web des 12 C3S montréalais pour voir un peu comment on parlait de santé mentale sur le web. Mettons, moi, je suis du grand public, mon frère, ma mère, quelqu'un vit un problème de santé mentale, puis là, avant de faire des téléphones, je vais fouiller sur le web. Maintenant, on est dans cette époque-ci, là, les gens sont habitués d'aller sur le web pour se chercher des idées. Puis là, j'ai fait le tour des 12 C3S et j'avais une petite grille d'analyse, et vous verrez que la façon de parler de santé mentale en première ligne est très, très différente d'un C3S à l'autre, de façon inégale, rarement complète. La question des guichets d'accès n'est pas abordée partout. Dans certains menus de C3S, on vous offre santé mentale, déficience intellectuelle, violence conjugale, tout sur la même page. Donc, il y a encore une grande confusion possible pour le grand public, et c'est certainement pas très clair qu'est-ce qu'on veut faire quand on parle de première ligne en santé mentale. Du moins, si on prend l'exemple des C3S. C'est étonnant des C3S en plus, oui. parce que c'est des entités qui sont là, qui sont censées être un service justement issu du gouvernement, si on veut, là, puis vers la population. C'est assez étonnant que ça soit comme ça. Hein. Il reste peu de temps, 1 minute. Marie, as-tu un dernier petit point? Il faudrait mentionner aussi. Moi, ce que j'entends ici par Daniel, c'est qu'il y a beaucoup de sensibilisation à effectuer encore là, partout. Puis, je pense que le raccord est bien placé pour ça. Folie douce aussi. Évidemment, la bataille pour les fonds aussi, ça, je pense que c'est le nerf de la guerre. Pas de fonds, pas d'avancement. Absolument. Ça passe par là, puis c'est pas des sommes énormes, comme tu le dis aussi. 10% du budget de la santé, c'est pas mental. Oui. Déjà, de remonter les budgets pourrait permettre, à tout le moins dans le milieu communautaire, d'augmenter les services. On sait très bien que le milieu communautaire, dès qu'il y a un peu d'argent disponible et qu'il y a de la possibilité de créer des services, les organismes, là, ça ne prend pas 3 mois pour engager quelqu'un. Là, en dedans d'un mois ou 2, là, c'est fonctionnel, ça roule, les gens... Et on peut modifier, on peut adapter les services en fonction des clientèles. C'est sûr qu'il n'y a pas eu d'argent de développement, mais s'il y avait de l'argent de développement actuellement à Montréal, il y aurait de l'argent pour les communautés culturelles, il y aurait de l'argent pour rejoindre des clientèles qui sont peut-être plus jeunes, qui ne sont pas rejointes actuellement. Il y aurait des nouveaux services à imaginer, et je pense qu'il y a de la place en masse là, pour créer. Il faut rappeler, il y a de l'expertise. C'est pas rien non plus. Les gens ont beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances. Il y a énormément de gens, de talents dans le domaine. Alors, je pense que ça vaut la peine. J'aimerais ça qu'on mentionne, Daniel et Marie, si vous voulez, en terminant, les coordonnées du raccord. Le site est bien fait. Il y a eu une refonte de site récemment. Oui, depuis l'automne 2012. Là, on l'utilise à temps plein. On s'efforce d'avoir des nouvelles. Oui. Alors, il est très complet. Puis en plus, il y a tous les organismes membres sont là avec les coordonnées. Oui, il faut y aller. Il faut aller le voir. Alors, quelles seraient les coordonnées, Alors, Daniel? sur le site web, c'est www.raccord, RACORSM, pour santé mentale, donc raccordsm dans un mot.com. Et sur le site, vous trouverez nos numéros de téléphone, nos adresses, tout ça. On a mis beaucoup d'informations. On a mis aussi plusieurs dossiers. On a des actualités, mais on a aussi plusieurs dossiers qu'on essaie de maintenir à jour. Donc, quelqu'un qui rentre dans le milieu, quelqu'un qui est du grand public, c'est sûr que ce n'est pas encore tout facile à consulter, mais on travaille beaucoup à ça, là, à rendre ça le plus facile à consulter et à utiliser. J'y suis allée, il est vraiment complet. Il faut y aller, oui. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir amené Daniel, qu'on connaissait déjà, mais de l'avoir amené, c'est bien aussi de ta part. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Daniel Latulippe, donc du Raccord. Merci de m'avoir donné l'occasion de vous parler. À la prochaine. Merci, à la prochaine.
tienne. Que mes certitudes, eux, sont éternelles. Entre mes mains repose celle que j'ai faite mienne. J'ai couru et couru, couru à perdre haleine. Chacun des détours en valait la peine. J'ai souri malgré ma douleur, faire face à face avec ma peur. Ça aura valu la peine. Et les doutes me font à peine. Ça aura valu la peine. Comme les certitudes sont des mots qui s'en mêlent, faut pas dans la poussière. Et moi la tête haute, moi la tête fière. Une porte s'ouvre puisqu'une autre se ferme. Certitude rare, certitude claire. J'ai couru et couru, couru à perdre haleine. Chacun des détours en valait la peine. Ça aura valu la peine. Et les doutes me font à peine. Ça aura valu la peine. Comme les certitudes sont vaines. Ça aura valu la peine. Ça aura valu la peine. De courir à terre à l'air. Ça aura valu la peine. Et les doutes me font la peine. Comme les certitudes sont vaines. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. Nous voici rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour, bonjour. Alors Pierre, aujourd'hui, la terrible vérité sur l'amour et la santé mentale. Oui, c'est un texte que j'ai pris sur le site qui s'appelle mademoiselle.com. C'est marqué pondu par Maya Mazorette. En fait, il faut prendre avec un grain de sel parce que c'est humoristique. Ouais. Elle nous... Oui. C'est la chose la plus compliquée au monde, l'amour. L'amour, c'est vrai. la plus simple, la plus compliquée. Hein. Oui, mais elle nous dit en gros que l'amour peut mener à toutes sortes de maladies mentales. Elle nous dit « Les scientifiques nous ont appris récemment que tomber amoureuse revenait à se verser de la cocaïne directement dans le cerveau, faisant de nous des junkies éperdus et multirécidivistes. » OK, pourquoi pas, mais l'euphorie du coup de foudre et l'addiction subséquente ne font que s'ajouter à la liste déjà longue des maladies mentales se développant en même temps que la passion. Alors, elle nous a dressé une liste de toutes les maladies mentales qui peuvent être engendrées par l'amour. Par l'amour, OK. Oui. L'amour causerait ça. Oui. Okay. Alors, premièrement, l'obsession. Je t'ai parlé de Léopold. Non, parce que Léopold, il est trop génial. Tu savais qu'à l'âge de 7 ans, Léopold était allé faire du camping dans la Sarthe et qu'il avait un grain de beauté sur leur genou gauche. Comment ça, tu ne trouves pas le genou gauche de Léopold super intéressant? Deuxièmement, la soumission. Léopold dit que le rose me va mieux. Oui, je sais, hier, je détestais le rose. Mais je grandis, tu vois. J'ai fait des concessions. Et puis Léopold, il a vachement l'œil pour les couleurs. Depuis qu'il a pris un cours de chromatologie dans la Sarthe en 89. Je t'ai parlé de son excursion en camping quand il avait 7 ans. La régression. Léopold, mon petit lapin en sucre. Mais comment il est mignon, trop mignon. Je pourrais lui bouffer les doigts de pied après les avoir fait revenir dans de la crème anglaise. Je vais lui acheter un ours en peluche pour fêter ça. Quatrièmement, l'hallucination. Le soir, quand je m'endors après avoir embrassé la photo de Léopold, je vois son visage se découper dans la Voie lactée. Une fois, son profil est même apparu sur un de mes Tampax usagés. C'est quand même un super signe du destin. Cinquièmement, le masochisme. J'ai décidé de me tatouer Léopold sur le genou gauche. Et puis, comme je le connais surtout online, je vais ajouter son pseudo Twitter, le nom de son blog, un best-of de son Facebook, son adresse IP et le numéro de téléphone du camping dans la Sarthe où il a dormi quand il avait 7 ans. Sixièmement, la paranoïa. Il m'a regardé, non,
Si, il a tourné la tête dans ma direction à 70 degrés. J'étais donc potentiellement dans son angle de vision. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il m'a regardé à temps mince. Je suis sûr qu'il m'a entendu. Oui, il nous écoute. Chut, parle moins fort. Il nous a trop grillés, peu importe qu'il soit à 300 mètres. Rends-moi mes jumelles d'ailleurs. La schizophrénie. Il ne regarde jamais dans ma direction. Jamais. Les hommes sont des connards. Il ne me restait plus qu'à compenser via un désordre alimentaire quelconque. 8e, la nymphomanie. Je veux lui faire l'amour dans un champ de tournesol sous une douce brise d'été qui remonterait tendrement ma jupe et exhiberait mon ventre gonflé de désir et de pizza 4 fromages. On commencerait en missionnaire pour nous découvrir. Ensuite, il me prendrait sauvagement au bord de l'autoroute sur le capot de sa Seat Ibiza sous le regard attentif de routier en pause qui me jetterait des morceaux de bacon au visage. 9e, l'agressivité. C'est qui cette traînée qui ose lui adresser la parole? Non, mais je rêve. Je suis sur le coup depuis 8 mois. Et bam, elle arrive et lui adresse la parole. Il y a vraiment des filles qui ne doutent de rien. Je vais lui péter les genoux, lui arracher les tendons, l'envoyer en goulag dans la Sarthe. Et finalement, 10e, la compulsion. Non, je ne peux pas sortir samedi soir. Il faut que je reclasse ma collection Léopold. J'ai tous les tickets de métro qu'il a jetés ce mois-ci à organiser, sans parler de ses mouchoirs à explorer. Il a chopé une rhinite la semaine dernière. Ensuite, il faudra que j'aille toucher la porte de son immeuble 14 fois pour lui prouver mon amour. En conclusion, il nous dit « Ne faites pas comme si vous ne voyez pas de quoi je parle, les filles. On est toutes passées par là. L'amour ne nous rend pas aveugles, il rend juste complètement tarés. Autant le prendre avec bonne humeur et terroriser son entourage en toute lucidité. » Ouais, c'est assez spécial. C'est toujours quelque chose de très compliqué. Donc, on le rappelle, la terrible vérité sur l'amour et la santé mentale, c'était donc un truc que tu as trouvé. Un texte de Maya Mazorette sur le site mademoiselle.com. Oui, ça sonnait, mais c'est intéressant quand même, la façon de faire de présenter les choses. Il faut prendre ça avec humour. Oh, oui, absolument, absolument. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Ghislain, pour ta présence. Merci. Et on continue à l'émission Folie douce, demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Mike Santoro nous présente sa thématique « Apprendre de ses rechutes ». À l'Espresso allongé, le sujet est « Nos vêtements, émotions ». Vous entendrez de plus en chanson « Répare-moi » de Danny Bédard et « Omniprésent » de Damien Robitaille. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce pour en savoir plus sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir que je reçois Mike Santoro. Bonjour Mike. Bonjour. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu nous amènes un point de vue qui est
qui est intéressant et qui démystifie beaucoup le domaine de la santé mentale par tes propos. Et tu as eu l'occasion de nous amener différentes thématiques. On sait que tu as produit un DVD qui est justement l'histoire de Mike, en fait, qui est ton histoire. C'est ton histoire à toi, puis tu as mis ça en chapitre, mais tu as mis ça d'une façon visuelle pour comprendre ce que c'est la santé mentale avec toutes ces facettes, des choses des fois qu'on pense moins aussi. Et puis la thématique d'aujourd'hui que tu nous amènes, c'est apprendre de ses rechutes. Oui. Parce que tout le monde en a, hein? Même si on n'est pas malade, entre guillemets, on peut rechuter dans différents domaines. Hein? Oui, puis apprendre de ses rechutes, c'est quelque chose que au début, quand j'avais des rechutes, je voyais ça comme quelque chose de très négatif. Ça prenait des mois, puis des fois des années avant de retourner juste où ce que j'étais avant. Ouais. À un moment donné, j'ai réalisé que c'était une opportunité d'apprendre. Alors, cette rechute-là, si j'avais une rechute, quand je sortais de ça, puis j'étais assez bien pour être capable de regarder en arrière, il y avait tout le temps quelque chose à apprendre. Et je me souviens en 1995, quand c'était ma dernière hospitalisation que j'ai eue, j'étais juste 2 semaines à l'hôpital. C'était très rare pour moi. D'habitude, c'était 4 mois au moins. Puis j'ai regardé en arrière, puis j'ai réalisé que voyager, pour moi, c'était stressant. Alors, j'ai réalisé que j'avais besoin comme une période avant de voyager, puis une période quand je retournerais de mes vacances ou de mon voyage, comme un buffer, si je peux dire, 2-3 jours avant, puis 2-3 jours après. Alors, ça, c'est quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui. Je voyage beaucoup, de plus en plus à travers le Canada, faisant des présentations sur l'histoire de Mike et tout ça. Et j'essaie de tout le temps d'avoir 2-3 jours avant, puis 2-3 jours après, juste pour être capable de rentrer d'une chose à l'autre. Et alors, apprendre de ces rechutes, puis ça, c'est juste une chose que j'ai appris, mais si on regarde les rechutes qu'on a, puis on est capable d'apprendre au moins une chose qu'on peut appliquer dans le futur, c'est sûr qu'on est plus avancé. Et quand on parle de rechute, c'est ça, parce que pour les gens qui connaissent moins le domaine de la santé mentale, quand tu parles de 4 mois à l'hôpital, donc c'est vraiment au niveau de 4 mois en psychiatrie, dans le fond, c'est pas facile, là. Non. Puis quand on dit rechute, c'est quoi? C'est que tu retombes dans un état où tu as vraiment besoin d'aide, tu n'es pas capable de fonctionner? Ben pour moi, quand j'avais des grosses rechutes, que j'étais hospitalisé, ça voulait dire que je pouvais plus travailler. J'étais à l'hôpital fermé dans ça pouvait même être en isolation pour une partie du temps. Okay. Puis j'allais pas à l'école ou je travaillais pas, j'étais pas avec ma famille. Alors, c'était très difficile. Puis aussi, apprendre des rechutes, en pensant, apprendre des rechutes, c'est aussi une certaine façon de travailler sur la prévention. Parce que qu'est-ce qu'on apprend de ces rechutes? Ensuite, on peut l'utiliser pour prévenir que les choses arrivent à un point où c'est trop tard. Oui. Et comme tu dis, même dans le cas du voyage, comme tu dis, même les gens qui n'ont pas de diagnostic en santé mentale, souvent, devraient faire ça. Oui. Moi, en écoutant le DVD, en écoutant cette partie-là, je me suis dit, c'est vrai que des fois, les préparatifs d'un voyage, c'est tellement stressant. Puis au retour, des fois, il y a une tonne de travail qui attendent les gens au bureau. Oui. Fait que dans le fond, il faut qu'ils payent pour les vacances qu'ils ont pris. Fait que finalement, d'une façon ou d'une autre, on est perdant des deux côtés. Hein. Je ris parce que j'ai fait récemment une présentation dans une place où il y avait un syndicat, puis j'avais dit, si on prend 2 semaines de vacances, on a besoin 2 jours avant, puis 2 jours après. Puis là, tout d'un coup, tout le monde a sauté sur moi, et il a dit, mais là, il faut que les patrons nous donnent 2 jours de plus avant, puis 2 jours de plus après. J'ai dit, non, mais si on a 2 semaines de vacances, là, on part pour 10 jours en vacances, puis on prend 2 jours avant, puis 2 jours après. Alors, c'est pour ça que ça fait que faut que je spécifie ça, là, que surtout quand je suis dans une place où qui est syndiqué. Ouais. Mais surtout, je pense le monde du travail, puis c'est des fois, les gens, quand ils prennent justement leurs vacances, ils ont tellement besoin de vacances, ils arrivent tellement au bout du rouleau que des fois, c'est comme ça peut peut-être même être un déclencheur d'une problématique de santé mentale. Hein? Oui, mais c'est ça qui m'est arrivé en 95. Je travaillais à temps plein dans le temps. J'avais fini de travailler vendredi soir à 5 heures. Puis j'ai pris l'avion, je pense que c'était samedi matin, 4h, 5h du matin. Alors, j'avais vraiment pas le temps de décompresser. Puis là, je suis arrivé, c'était à Cuba que j'allais pour une semaine. Une chance que ma sœur était là avec moi. Puis les premières 3 jours, je pense que c'était 3-4 jours, j'ai dormi comme presque 24 heures parce que j'étais tellement brûlé. Puis ensuite, j'ai comme
je suis allé de l'autre côté, puis j'étais comme sur un high, si je peux dire. Puis là, j'ai pas dormi pendant 3-4 jours. Le stress, tout le stress de l'accumulation de l'année, d'avoir travaillé, plus le stress de voyager, c'était trop pour moi. C'était vraiment trop. Est-ce que tu as eu des histoires similaires à ça? Est-ce que des gens qui t'ont rapporté le même type de problématique, ça doit arriver? J'imagine que les gens sont tellement épuisés qu'à un moment donné, il y a comme un relâchement qui se fait en vacances, puis il faut justement se préparer à ça. Mais oui, quand je parle de ce sujet-là, souvent, comme tu disais tantôt, les gens qui n'ont pas un problème de santé mentale, ils disent, oui, ça, c'est quelque chose qu'on peut tous utiliser. Puis ça a du sens. Mais souvent, on pense qu'aller en vacances, c'est bien, ça va être relaxant. On oublie qu'il y a beaucoup de stress. Oui. Le voyage, il y a du stress. Et je trouve aussi, après les événements de 11 septembre, c'est même plus. Quand on va à l'aéroport, mettons si on prend un avion, on va à l'aéroport, il y a plus de sécurité, il y a plus... Pour une personne, surtout pour une personne qui souffre d'une maladie mentale, on est plus sensible. Alors, moi, quand je suis à l'aéroport, je ressens le stress même des gens autour de moi. Ouais. Puis ça augmente mon niveau de stress. Ouais. Alors, si déjà je suis à un point où je suis déjà très stressé, puis je prends pas une couple de jours pour me préparer, puis pour décompresser un peu, puis aussi faire le vide, là, un peu. Faire le vide, puis aussi préparer mes affaires. Oui, aussi. Préparer mes bagages, préparer tout ça. Ouais. Puis si je suis sur le go, jusqu'à point que je rentre à l'aéroport, ça devient trop. Ouais. Ça devient beaucoup trop. Est-ce que tu as ciblé d'autres événements ou d'autres patterns, si on veut, dans ta vie qui pouvaient créer en toi des rechutes? Est-ce que ça, c'est un exemple, le voyage, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui revenaient et qui pourraient justement attirer notre attention, faire attention? Ben, d'autres choses que j'ai appris en regardant en arrière, c'est, mettons, d'être sûr que je dors un certain nombre d'heures par jour, oui. par soir, Oui. ou bien une moyenne de certaines heures par semaine. Oui. Ou bien de ne pas aller dormir. Dans mon cas, j'essaie d'aller dormir avant 1h du matin. Oui. Parce que je sais que si je m'endors après 1h du matin, ça va me prendre 2-3 jours pour récupérer. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris avec mes rechutes. Puis si j'ai un événement où je dois aller me coucher après 1h du matin, je vais céduler dans mon agenda 1 jour, 2 jours, 3 jours après pour être capable de me reprendre de cet événement. Ah oui, c'est ça, tu vas essayer de compenser. Oui. Parce que c'est ça, quand il y a plusieurs événements, il y en a qui vont peut-être rechuter à cause de d'autres choses. Il y en a que c'est d'autres, ça peut être des réunions familiales, ça peut être d'autres choses. N'importe quoi qui stresse, dans le fond, c'est la rechute, ça vient souvent d'une accumulation de stress, puis un peu une perte de contrôle, peut-être, de sa vie, jusqu'à un certain point. Justement, vous parlez comme pendant les fêtes, mettons de Noël. Oui. Souvent, je suis tombé malade. Puis quand je regardais en arrière, qu'est-ce qui se passait? Après plusieurs fois que j'ai fait cet exercice-là, j'ai remarqué que il y avait beaucoup d'événements qui se produisaient dans une période de 2 semaines. Alors, il y avait beaucoup de soirées qui étaient en retard. Puis ça, c'était une accumulation. Puis souvent, j'étais malade au mois de décembre et tout ça. Parce que ça aussi, il y a des horaires très irréguliers. Oui. Puis des fois, on rencontre des gens qu'on ne veut pas nécessairement rencontrer. Tu sais, il y a toutes sortes de facteurs de stress qui fait que ça peut justement prévenir les rechutes. C'est ça. Y a-t-il d'autres points au niveau de la rechute? Parce que c'est sûr qu'on apprend de nos rechutes. Oui, c'est bien sûr que c'est personnel. C'est pour ça que je dis apprendre de ses rechutes. Exactement. Alors, si on a une rechute, on n'a même pas besoin d'avoir une rechute. On peut juste avoir une période où c'est difficile. Puis quand on sort de ça, faut prendre le temps de regarder en arrière pour apprendre quelque chose là-dedans. Parce que, comme je dis, si on peut apprendre de quoi, puis on peut l'appliquer dans le futur, là, on est plus avancé. Puis si on regarde mon cheminement pendant les dernières 30 années que je vis avec une maladie mentale, puis c'est ça que j'ai fait. Puis c'est en plein ça que j'ai mis dans mon DVD. C'est toutes des choses que j'ai appris en regardant en arrière les rechutes, puis qu'est-ce que je peux apprendre, puis comment travailler sur la prévention. Est-ce que tu as eu des conseils aussi au niveau hospitalier dans des cas comme ça? Est-ce que ça a été un apport pour toi? Est-ce qu'ils ont pu te donner ou c'est plus d'autres sortes de personnes? J'ai fait beaucoup de travail avec des travailleurs communautaires. Oui. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec des travailleurs communautaires, des thérapeutes, avec même mon médecin, mon psychiatre.
c'était un petit peu partout que j'ai eu tous ces outils-là, puis je les ai mis. C'est pas des choses que j'ai appris dans un livre, malheureusement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de livre écrit. Puis comme tu dis, c'est vraiment du cas par cas. Souvent, la clé pour toi, ça va être pas nécessairement la même que pour les autres personnes. C'est ça. Mais il faut être à l'écoute de soi, ça, c'est sûr. Il faut être à l'écoute, puis faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de le faire parce que c'est vraiment important de le faire. Et on manque de temps. Les gens ne prennent pas la perspective, mais c'est tellement... ça coûte tellement plus cher de ne pas prendre le temps. Des fois, les gens disent « j'ai pas le temps », mais tu n'auras pas le temps après quand tu seras malade. Oui, parce que si on prend même une journée pour regarder en arrière puis analyser ça comme il faut, ça peut nous sauver des semaines, des mois, même des années. Ouais. Si je regarde tous les années, tout le temps que j'ai dépensé dans un hôpital psychiatrique, puis je les mets un après l'autre, je ne sais pas combien de temps que c'est. C'est peut-être, je ne sais pas, un couple d'années. Quelques années, oui. Alors, c'est quelques jours, ça va pas faire la différence. J'aimerais ça, Mike, que tu mentionnes, tu as produit évidemment un DVD, mais tu as un site web qui est ouvert parce que tu fais des conférences un peu partout. Tu en parlais tout à l'heure. Donc, tu fais des conférences un peu partout où tu vas dans différents milieux de travail ou dans différents milieux des associations, ces choses-là. Comment les gens peuvent en savoir plus justement sur l'histoire de Mike? Ils peuvent aller sur mon site web qui est histoiredemike.com. Oui. Et ils peuvent à ce moment-là aussi commander le DVD s'ils veulent l'avoir. S'ils veulent, oui. Oui, absolument. Puis c'est une façon aussi d'encourager le travail que je fais. Oui. C'est bien. Mais merci beaucoup, Mike. C'était fort agréable de te recevoir encore une fois à l'émission. Ça me fait plaisir. Et bonne continuité. Puis on te recevra une autre fois aussi pour d'autres sujets, d'autres excellentes thématiques. Merci beaucoup. Merci. Ce matin, tout va bien. Y'a plus rien qui me fait rien. Une nuit bien remplie. Ce matin je ressemble à mon lit. Un séjour, mon amour, tu feras demi-tour. Une nuit sans répit. Ce matin je ressemble à mon lit. Répare-moi avec ton baiser sur ma bouche. Répare-moi, pique-moi comme une mouche. Répare-moi, fais fuir tous mes fantômes. Fais que du bon côté je tombe. M'endors dans un coin, ça ne fait rien, je suis bien. Une nuit dans l'oubli, ce matin je ressemble à mon lit. J'ai sommeil et je veille, abaillé au corneille. Une nuit dans ton lit, mais enfin. Répare-moi, pique-moi comme une mouche. Répare-moi, fais fuir tous mes fantômes. Fais que du bon côté je tombe.
voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. Nous voici rendus au bloc Espresso allongé. Rebonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bon, rebonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors, toujours pas très loin. Aujourd'hui, un thème qui chicote un peu ma curiosité. Nos vêtements, émotions que tu nous apportes. On va essayer d'habiller ça de nos bons commentaires. Ouais. Oui, bien en fait, certaines personnes pensent que le choix qu'on fait de nos vêtements en dit beaucoup sur notre sur notre psychique général. Oui? C'est sûr que sur notre identité ou celle qu'on veut projeter, ça c'est exactement, évident. Exactement. Donc, moi, dans ce cas-là, l'habit fait le moine, peut-être. L'habit fait le moine, oui, jusqu'à un certain point. Mais je pensais que ça touchait plus les femmes que les hommes. Ouais. On a tendance à penser que les femmes font beaucoup plus attention à leur garde-robe, à leurs vêtements. Et d'autant plus que cet article Internet, dont je vais vous en lire une partie, a été écrit par une femme. En fait, il y a 3 femmes qui ont participé. L'auteure est Mme Anne-Laure Ganac, qui est journaliste française, et elle s'est entretenue avec 2 femmes qui sont psychiatres, soit Mme Catherine Joubert et Mme Sarah Stern, qui ont publié un livre qui s'appelle « Déshabillez-moi » aux éditions Hachette. Ils voulaient en vendre, et qu'on trouvait un titre accrocheur. C'est un titre vendeur, oui. Alors, oui, c'est ça. Je vais vous lire un bout de cet article-là que j'ai trouvé sur le site psychologie.com. Et c'est intitulé « Nos vêtements émotions ». Elle nous dit que notre façon de nous habiller parle de nous, de notre histoire, de nos désirs conscients ou inconscients. Nos vêtements portent aussi la trace de nos sentiments. Alors, c'est un entretien donc avec Mme Catherine Joubert et Sarah Stern, qui sont toutes les 2 psychiatres. Et même, elles se disent psychiatres des comportements vestimentaires. Alors, qu'est-ce qui nous lie vraiment à nos vêtements? Ils portent la marque d'enjeux psychologiques profonds. Sous leur apparente futilité, ils parlent d'image de soi, de rapport à l'autre, de désirs plus ou moins conscients, d'histoires personnelles, mais aussi d'émotions, soit la colère, la honte, la joie et la nostalgie. Autant d'affects qui déteignent sur nos habits. Première question, pourquoi le vêtement est-il porteur d'une coloration affective si forte? Madame Joubert dit « Parce qu'il est à la frontière de l'intime et du monde social. Elle est cette chose qui fait encore partie de nous, ne serait-ce que parce qu'on le choisit et qu'on l'habite, mais qui en même temps appartient déjà à l'extérieur. C'est cette position d'interface entre le monde et soi qui rend le rapport aux vêtements si fertile. L'habit est destiné à porter un message à soi et aux autres, évidemment. Madame Sarah Stern rajoute que le vêtement garde la trace des premiers soins portés au bébé, qui sont le plus souvent ceux de la mère. À travers les tenues qu'elle lui choisit, la façon dont elle l'enveloppe, l'admire, le psychanalyste Donald Winnicott disait bien que le regard de la mère était le premier miroir dans lequel l'enfant se voit. Il semble que dans notre façon de nous regarder dans le miroir avec telle ou telle tenue, il y ait une quête de ce premier regard sur nous. Ça veut-tu dire quand on se voit dans les photos de bébé, puis on est tous beaux, puis bien habillés, on va porter des habits dans notre vie future? Mais souvent, sur les photos de bébé, on est tout nu. Je te rappellerai. Oui, mais il y en a pour le baptême. Oui, c'est vrai. Alors, la boulimique de vêtements qui témoigne dans notre livre l'illustre. Elle achète des quantités de vêtements, mais à chaque fois, elle a le sentiment de ne pas avoir ce qu'elle cherche vraiment, et qui est sans doute ce regard aimant de la mère. Pourquoi? Y a-t-il eu défaillance de cet amour maternel ou quelque chose en elle ne lui a pas permis de l'intégrer? Toutes les hypothèses sont possibles. Prochaine question. Oui. Juste demander, est-ce qu'elle parle aussi de chaussures ou uniquement les vêtements? Bien, ici, on parle de vêtements parce qu'il y en a qui achètent beaucoup de chaussures aussi. Oui. Autre question, nos vêtements peuvent-ils influencer notre humeur? Madame Joubert dit « C'est du moins ce que l'on pense. Qui, après une journée morose, n'a jamais eu envie d'enfiler une nouvelle tenue pour changer d'humeur? Ce comportement s'appuie sur l'idée selon laquelle l'humeur imprégnerait nos vêtements comme s'il y avait une perméabilité entre l'intérieur et l'extérieur. Cela fonctionne parfois, pour peu que l'on arrive à s'en convaincre. » Madame Stern, elle, dit que l'autre explication, c'est qu'on a tendance à voir le vêtement comme porteur en soi d'une histoire.
L'acheter devient une façon de s'approprier une autre image. Ce n'est pas forcément négatif. L'individu se construit aussi en prenant à d'autres des éléments de leur image, puis en se les appropriant. Autre question, et que dire de ces personnes qui s'habillent toujours de la même couleur ou avec les mêmes tenues? Madame Joubert dit « Il y a de nombreuses interprétations possibles qui dépendent de l'histoire personnelle de chacun. De manière générale, ce type de comportement parle du rapport à l'image de soi. La fixité d'une tenue vestimentaire peut être le support d'une identité vacillante. Se regarder dans un miroir et se voir toujours semblable devient une façon de renforcer une identité fragile. » C'est intéressant comme explication. Ou je pensais que c'était quelqu'un qui ne savait pas choisir des couleurs, porter une blouse jaune c'est peut-être un daltonien, avec des pantalons roses, ça ne marche pas. Alors, ce qui revient à croire inconsciemment que changer de style, ce serait risquer de ne plus être le même. Ça me faisait penser à Columbo. Oui. Mais pourquoi certains accordent-ils plus d'importance que d'autres à leur tenue vestimentaire? Madame Joubert dit « Attacher une importance extrême à son apparence témoigne souvent du désir de compenser une fragilité narcissique. Si l'on est sûr de soi, on ne ressent pas le besoin de vérifier sans cesse que l'on a exactement le bon vêtement pour les bonnes circonstances, etc. C'est une manière d'appuyer son intégrité narcissique sur son apparence. Mais à l'inverse, des gens auxquels vous tendez n'importe quelle tenue et qui l'enfilent sans rien dire, il n'y en a pas, hormis des cas pathologiques. Certains vous diront qu'ils s'habillent juste pour faire comme tout le monde ou pour passer inaperçus, mais cela n'est pas vide de sens, au contraire. Est-ce qu'ils ont peur de se mettre en avant? Est-ce qu'ils ressentent le besoin de se cacher en se glissant dans une sorte d'uniforme passe-partout? Où, quelle que soit la façon de se vêtir et l'intérêt que l'on y accorde, elle est toujours significative. C'est intéressant, c'est fort intéressant, beau sujet. Moi, je te dirais que moi, je m'achète des vêtements. Moi, j'aime les vêtements, le contraire des vêtements qui sont voyants. On dirait que j'aime passer inaperçu, ou j'aime pas que ça paraisse quand je mets souvent les mêmes vêtements. Ça doit refléter une trait de personnalité. Merci beaucoup pour ton sujet, c'est fort intéressant. Nos vêtements, émotions, on continue la chanson à l'émission Folie douce. Je ne suis pas là, je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là, la 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 la. Mon papa me disait souvent, tu ne peux pas être à deux places en même temps. Mais contre toute logique, je défie les lois de la physique. J'apparais simultanément dans plusieurs lieux et plusieurs événements, comme un homme omniprésent. De tout bord, de tous côtés, parfaitement éparpillé. À l'est, à l'ouest, au sud, au nord, fondu dans tous les décors, et bien dans tous les sens. Je fais toujours acte présent, mais la plupart du temps, je suis dans la lune ou je suis dans le champ. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas la 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 la. Le monde est de plus en plus petit. Je peux être à New York pendant que je suis sur Paris. Mais même si je suis dans les parages, j'ai toujours la tête dans les nuages. J'ai l'attention tellement fragile, comme la glace sur le lac au mois d'avril. Parlez-moi à vos risques et périls. Bien entendu, je suis assez assidu. Il a le don de m'équiter à 110% dispersé. Il est ici, il est ailleurs, en long, en large et en travers. J'ai peur que ma vie dérape, je suis trop souvent dans les vagues. Oh, dans les vagues. Je
suis dans les vaporières. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet à l'adresse antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Pour terminer cette émission de Folie douce, on va y aller avec la nomenclature des chansons en compagnie de Ghislain Malo et Pierre Laporte. Bonjour. Sûr. Alors, Ghislain, on va y aller justement avec la première qu'on a écoutée à l'émission qui était La Mal Lunée. De Sarah Toussaint. Oui, on a écouté Certitude. De Caracol. Oui, en deuxième demi, on a eu le plaisir d'écouter Répare-moi. Oui, de Danny Bédard. Et à l'instant, Omniprésent. De Damien Robitaille. Ben, merci pour votre choix musical. Ça fait plaisir, à toi merci. Et à Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde. Salut Yvan. Oui, merci. Et merci pour les blocs Espresso aussi et Espresso allongé. À l'Espresso, il était question de la terrible vérité sur l'amour et la santé mentale. L'amour, on en parlera vraiment beaucoup. Je pense que c'est intéressant les sujets que tu amènes. Et à l'Espresso allongé, nos vêtements, émotions, on a pu voir qu'il y a un certain lien. Ce serait un sujet même à revoir éventuellement, à réécouter. C'est fort intéressant. Je remercie notre invité en début d'émission qui est Danielle Latulippe du Raccord et notre collaboratrice Marie Toutan, donc, qui a mené l'entrevue avec moi pour recevoir Danielle. C'est donc Yvan Bugeaud. Et d'ailleurs, je voulais juste mentionner aussi un gros merci à Mike Santoro en deuxième demi, et notre collaborateur qui nous a parlé d'apprendre de ses rechutes. C'est Yvan Bugeaud. Donc, à l'animation, bonne semaine et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop